menu de notre premier débat du jour sur Angle de vue. Ce mardi, Vital Kamerhe, co-modérateur de l'opposition au dialogue politique, et Alexis Tambwe-Mwamba, ministre de la Justice et chef de la délégation de la majorité, ont animé une conférence de presse. Objectif, rassurer l'opinion publique de la nomination prochaine par le chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, du Premier ministre issu des rangs de l'opposition. Et pourtant, l'accord signé le 18 octobre à la Cité de l'Union africaine prévoyait de constituer un gouvernement d'union nationale dirigé par un Premier ministre d'opposition au plus tard le 8 novembre. Et qu'est-ce qui ralentit la mise en œuvre de l'accord? Les arguments de Vital Kamerhe sont-ils recevables? Quid de l'avis du rassemblement qui appelle toujours à l'inclusivité et qui s'est vu interdire un meeting le week-end dernier? La coupure des signaux de RFI ainsi que de Radio Okapi, l'arrestation puis la libération de 2 journalistes. Tous ces faits seront passés au crible par nos spécialistes du jour. RDC, non-respect des dates clés issues de l'accord, porte ouverte à de nouvelles tensions politiques. La question sera posée pour les débats du jour sur Angle de vue. Ensuite, 8 ans après l'élection de Barack Hussein Obama, premier président noir qui avait suscité une immense vague d'espoir à travers le pays, Donald Trump, 70 ans, taxé de sexisme et de xénophobie par ses adversaires, l'a emporté sur la démocrate Hillary Clinton qui espérait devenir la première femme présidente des États-Unis. L'onde de choc est ressentie partout. Les premières impressions de nos analystes à suivre sur votre plateau. Décryptage, élection surprise de Donald Trump à la tête des États-Unis d'Amérique, définition de la nouvelle carte géopolitique mondiale. À nouveau, bonjour à toutes, bonjour à tous. D'abord, le flash, le point de l'actualité marquante sur le continent africain. En Gambie, le candidat unique choisi par l'opposition pour affronter à l'élection présidentielle de décembre, le chef de l'État sortant Yahya Jammeh a annoncé ce mardi avoir démissionné de son parti afin de représenter toute la coalition. Adama Barrow était membre de la direction du Parti démocratique unifié, UDP, principale formation de l'opposition. Adama Barrow doit déposer son dossier de candidature ce mercredi. La nouvelle constitution ivoirienne approuvée par référendum le 30 octobre a été promulguée ce mardi par le président Alassane Dramane Ouattara lors d'une cérémonie au palais présidentiel d'Abidjan. Devant le gouvernement et des représentants de l'État, le président ivoirien a signé le texte de promulgation consacrant l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution qui donne naissance à la Troisième République. En République démocratique du Congo, une fillette a été tuée, 32 casques bleus indiens et 2 civils blessés ce mardi à Goma par une explosion qui pourrait être d'origine criminelle. Selon une source proche de la MONUSCO ayant requis l'anonymat, cette attaque visait délibérément les casques bleus au moment où ils étaient sans armes, expliquant que l'engin explosif artisanal était commandé à distance. République démocratique du Congo, non-respect des dates clés issues de l'accord, porte ouverte à de nouvelles tensions politiques. Premier débat du jour qui prend place juste après ceci. Et sur ce plateau, pour en parler aujourd'hui, Maître Alain Oronla, vous êtes avocat au barreau de Cotonou, c'est au Bénin. Maître Oronla, bonjour et bienvenue. Bonjour, Johannes. Face à vous, Heribert Labelle-Adjovi, journaliste spécialiste des juridictions internationales. C'est important de le préciser, Heribert Labelle-Adjovi. Bonjour et merci d'être sur ce plateau. Bonjour, Johannes Toan. Alors, ma première question est pour vous, Heribert Labelle-Adjovi, au plus tard, le 8 novembre, pour un nouveau Premier ministre issu des rangs de l'opposition. Cette date est passée, mais la mise en œuvre de l'accord n'est toujours pas effective. La date est passée. La mise en œuvre de l'accord n'est pas encore effective, mais il faut dire que c'est déjà bien qu'il y ait un accord. C'est vrai que c'est le 8 novembre, nous ne sommes qu'au 9, il n'y a pas encore péril en la demeure. Vous savez d'où on a quitté. Normalement, en décembre, le président Joseph Kabila devrait finir son mandat. Il devrait partir. Maintenant, il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Et donc, les différentes parties, même si tout le monde n'est pas d'accord, que ce soit la mouvance comme l'opposition, ils se sont entendus pour qu'il y ait nomination d'un Premier ministre venant des rangs de l'opposition. Je pense qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Les deux partis
se sont entendus. Il faut attendre certainement quelques heures, quelques jours. Vous savez que ces genres de manœuvres, ce n'est jamais facile. Ce qu'il faut déjà dire, c'est que quand même, il y a une certaine entente pour que les choses aillent mieux. Et je pense que ça, c'est déjà bien. Parce que s'il n'arrivait pas à un tel accord, même si on a bien des choses à dire par rapport au prolongement du mandat et tout le reste, c'est déjà quand même quelque chose qui évite encore au peuple congolais beaucoup de souffrance, des larmes et des pleurs. Maître Aléonla, qu'est-ce qui empêche, selon vous, la mise en œuvre de l'accord? D'abord parce qu'il s'agit d'un très mauvais accord, c'est-à-dire une entente partielle, parcellaire, et fondée sur la ruse, parce que la seule personne qui croit avoir gagné, c'est le président Kabila. Et tous ceux qui sont allés autour de cette table de négociation pour des intérêts plutôt personnels, des ambitions personnelles prétextant de la paix qui devra régner au Congo, bien c'est l'illustration de ce que ils seront forcément victimes de la ruse et de la duperie et de la duplicité du président Kabila. Si c'était agi d'un accord, même une entente avec ceux qui ont voulu y aller, la désignation du Premier ministre ne devrait poser aucun problème. Je crois d'ailleurs que certains membres de l'opposition se sont précipités à cet accord parce qu'ils pensaient que le consensus se ferait sur la désignation. Il n'en est point de cas parce qu'on n'a pas besoin de plus de 21 jours pour désigner un Premier ministre s'il y avait eu une entente cordiale, consensuelle. Et quand on connaît les précédents du président Kabila qui a mis plus de 15 mois à mettre en œuvre les derniers accords pour aller vers la paix, je crois que c'est un nouveau compte à rebours qui est ouvert pour une désignation qui sera la plus tardive possible. Donc, moi, je pense que c'est le premier signe de la manifestation de la duplicité du président Kabila et que ceci n'est pas fait pour que la paix règne et que ce mauvais accord dont on pense qu'il n'est mieux qu'un bon procès, parce qu'il n'était pas question de procès, il s'agissait tout simplement de l'application des règles démocratiques et de l'alternance, bien ce mauvais accord donnera les effets pervers que l'on sait et qui ont commencé à se traduire par la répression et par la coupure des signaux dont on parlera certainement. Vos avis restent bien tranchés, messieurs. Pour Vital Kamerhe, en tout cas, l'objectif de ce retard, c'est de trouver un large consensus. En d'autres termes, inclure le rassemblement dans le dialogue avant la formation du nouveau gouvernement. Une conférence de presse est tenue à cet effet, on l'a dit à Kinshasa, suivant les explications du co-modérateur au dialogue pour le compte de l'opposition. Dans l'accord, c'est vrai qu'il est dit que cet accord entre en vigueur à la date de sa signature. Mais nous avons aussi déposé cet accord entre les mains du président de la République. Et nous n'allons pas demander au président de la République, qui est tout à fait logique, d'appliquer un accord dont il n'a pas pris connaissance. 2. L'application de l'accord a déjà commencé, puisque le président de la République a chargé la CENCO de faire des missions de beaux offices auprès de nos frères et sœurs du rassemblement de l'opposition politique qui n'ont pas pris part aux travaux du dialogue. Je pense que nous tous, nous sommes souciés de beaucoup plus d'inclusivité dans ce que nous faisons et que je pense la bonne foi et le rôle du président en tant que rassembleur, donner l'occasion à ceux qui n'ont pas été à la Cité de l'Union africaine, profitant de l'article 24 du même accord, qui ouvre cet accord aux autres et les reconnaît les mêmes droits au cas où ils signaient, c'est une bonne chose. Je voudrais nous exhorter d'éviter les vieux démons des débats sur les choses périphériques. On va discuter sur 6 jours pour un pays qui risque d'entrer dans les chaos et qui va nous entraîner dans des années de guerre inutile. Nous pensons qu'ici, nous devons prendre acte tout simplement que le président de la République, verbalement et par écrit, par son directeur de cabinet, a pris l'engagement non seulement d'appliquer l'accord, mais de respecter scrupuleusement la Constitution. On a l'impression que Vital Kamerhe s'est transformé en un très bon défenseur du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Je vous le disais quand je suis intervenu il y a un instant, qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi. C'est vrai que ce n'est pas toute l'opposition qui est d'accord avec ce qui est fait, cet arrangement, mais de toutes les manières, l'Union africaine a demandé le 18 octobre dernier à ce que les uns et les autres s'asseyent autour de la même table de négociation. Ces négociations ont eu lieu.
on peut avoir son avis sur l'aboutissement, mais il est question que le président Kabila, puisqu'aujourd'hui on ne peut pas parler, à moins d'un miracle, fait le toilettage électoral, pouvoir faire le dénombrage de tous les citoyens pour qu'il y ait une élection à la régulière, même si lui-même a été élu sur la base d'un fichier électoral pas complètement clair. Bon, à partir du moment où on demande, au lieu d'aller à l'affrontement, de s'unir, de s'asseoir et décider de la désignation d'un Premier ministre sorti des rangs de l'opposition, je crois que si quelqu'un de l'opposition, comme celui qu'on voit là, se lève et dit, même ceux qui n'ont pas participé aux négociations, il faut les contacter, il faut que les négociations de couloir se poursuivent pour qu'on arrive à un large consensus, comme le terme est convenu. Je pense qu'on ne peut que l'accepter, même si on sait très bien qu'on est parti là pour des arrangements sur arrangements, puisqu'à partir du moment où vous ne respectez pas les tests constitutionnels, c'est vrai qu'entre-temps, ces tests ont été revus, nous n'allons pas revenir sur l'histoire, mais de toutes les manières, la République démocratique du Congo est rentrée dans une période d'incertitude, mais je pense que ce qui se passe actuellement, de mon point de vue, est toujours mieux qu'une guerre dont on ne connaît pas la fin. Alors, Maître Léon-là, aujourd'hui, Vital Kamerhe, co-modérateur pour le compte de l'opposition, et Alexis Thambwe Mwamba, sont pendant du côté de la majorité présidentielle, ont carrément donné une date butoir à la CENCO pour ces bons offices, ces discussions que la CENCO est en train d'entreprendre de l'autre côté avec le Rassemblement. On dit d'ici dimanche, on doit pouvoir avoir la fumée blanche, sinon le train va démarrer. Excusez-moi de faire de ce qui ressemble à de la publicité. Ça me surprendrait que ces pourparlers donnent lieu, par exemple, à la désignation de Katumbi comme Premier ministre de transition. Moi, je pense que Vital Kamerhe fait sa promotion, se met en vedette, occupe l'espace pour que le choix initialement porté sur lui virtuellement se confirme. Moi, je pense qu'il s'agit d'un mauvais accord, et quand on pense que ceux qui ne sont pas en accord avec cette entente sont les belligérants, des belliqueux, c'est une erreur. Le problème, c'est le président Kabila. Tout ce qui est dénoncé est de son fait et peut s'arranger et ne doit s'arranger que quand il ne sera pas là. L'opposition exige l'alternance et il n'est pas impossible de corriger le fichier, d'avoir un calendrier aménagé sans la présidence du président Kabila. Donc, être contre l'accord ne veut pas dire qu'on est contre le Congo. Ceux qui sont contre le Congo, c'est ceux qui s'accrochent au pouvoir. Et lorsque j'entends Vital Kamerhe parler de respect de la Constitution, il n'est pas très logique, il n'est pas cohérent, puisque l'accord est basé sur un consensus autour de la violation de la Constitution, parce que tout ce qui se passe est anticonstitutionnel. L'illogique dans ce que dit Vital Kamerhe, et c'est un gros piège, que réclame le Rassemblement? Que le président Kabila soit mis de côté. En tout cas, qu'il n'ait plus prise sur l'exécutif et sur la conduite de l'État. Cela est légitime, cette réclamation est légitime puisqu'il est au bout de tous ses mandats, cependant qu'on prolonge l'exercice du pouvoir par ses astuces sans calendrier. Au lieu que ces élections se tiennent en décembre 2016, nous voilà lancés dans une période indéterminée puisqu'on parle d'avril. Mais techniquement, en décembre 2016, c'est impossible. C'est impossible. Et c'est impossible du fait de qui? Du fait de l'équipe du président Kabila. Quand est-ce que ça va être possible? On nous dit, on ne sait pas. Peut-être bien en avril 2018, peut-être bien en novembre. Et tous ceux qui soutiennent cet accord font le jeu de la réussite des subterfuges. Un accord qui aurait dû rentrer en vigueur le premier jour, tout au plus 21 jours plus tard, ne rentre pas en accord parce qu'il y aurait des tractations, on trouvera toujours des subterfuges pour que les choses ne se fassent pas à bonne date. Et c'est une manière de concéder à un occupant sans droit ni titre un bail amphithéotique, parce qu'il y aura toujours un événement pour prolonger, pour faire durer. Et la seule réponse, de mon point de vue, à ce que les choses rentrent dans l'ordre, c'est d'appliquer tout simplement
les règles, c'est-à-dire la Constitution, qui ne dit pas que les élections doivent nécessairement être organisées en décembre 2016 parce que les fauteurs de troubles ont empêché la chose à dessein. Mais si on respecte les autres pans de la Constitution qui voudraient que le président Kabila ne soit plus au pouvoir, un régime de transition peut très bien mener. Le toilettage du fichier électoral peut corriger les différents dysfonctionnements. Il y aura toujours prétexte et subterfuge au dilatoire, et la seule réponse qu'il convient d'apporter pour que le peuple congolais vive en paix, c'est la fermeté dans l'application des règles, c'est la fermeté dans la bonne foi et la loyauté. Or, la bonne foi et la loyauté, moi je ne le perçois pas dans le camp du président Kabila, je ne le perçois pas dans le camp de Vital Kamerhe, qui a quand même de bons arguments. Quand on prône la paix, il faut être mauvais et mesquin pour dire qu'il faut la guerre. Mais la paix et les bonnes intentions, l'enfer étant pavé de bonnes intentions, suppose que les choses ne soient pas viciées à la base. La fondation, elle est très mauvaise. Après, les agréments peuvent être appréciés par les uns et par les autres, qualifiés de modérés. Moi, je pense que c'est la fermeté qui s'impose. Oui, aujourd'hui, on a l'impression que le président Joseph Kabila tient à ce que le rassemblement fasse partie de cet accord-là. Pourquoi n'avoir pas attendu que les préalables soient requis pour aboutir à cet accord-là? Ah, mais vous savez, en matière stratégique, il faut savoir à des moments donnés mettre les autres, vos face-à-face, devant le fait accompli. Je pense qu'à partir du moment où le président Kabila a pu avoir avec lui une frange de cette opposition, et que sur la base de ce que je peux appeler l'aval de l'Union africaine, peu ou prou, donc on est dans une situation où maintenant, si l'autre partie de l'opposition veut dire autre chose que ce qui est là actuellement, ça veut dire qu'il veut la guerre. C'est vrai que la guerre aussi, en termes géostratégiques, a des vertus thérapeutiques. Il ne faut pas être enfant de cœur en la matière, mais pour la République démocratique du Congo, qui a vécu bien des périodes difficiles dans le passé, nous ne pouvons que souhaiter une issue pacifique, même si à des moments donnés, il faut peut-être casser pour faire des omelettes. Je pense quand même qu'on peut essayer d'arranger les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est devant le fait accompli. Le plus fort, c'est Joseph Kabila. Maintenant, les autres, par l'expression que d'autres utiliseraient, la ruse politique, accepte d'aller à la table de négociation, accepte de choisir. C'est pour ça qu'on verra vraiment le déclic, ce sera qui sera désigné comme le Premier ministre de transition. Si c'est vraiment quelqu'un de poigne, quelqu'un sur qui on peut compter, même si nous savons ce que ça veut dire l'opposition en Afrique, où on participe au gâteau et quelque temps avant les élections, on se retire et on revient plus tard. En fait, il n'y a pas vraiment trop d'opposition crédible, à part quelques exemples. Et bien, aujourd'hui, la seule personnalité de l'opposition qui a accepté d'aller à ce dialogue-là, c'est Vital Kamerhe lui-même. Donc, beaucoup supputent sur son nom. On s'attend à ce que ce soit lui qui soit désigné comme Premier ministre issu des rangs de l'opposition. Est-ce que ce choix vous surprendrait? À l'heure actuelle, si l'on décide d'aller à une large concertation avec les autres partis de l'opposition, à moins que ce soit de la poudre aux yeux, je pense que c'est pour choisir quand même quelqu'un qui, sans être ce dernier qu'on peut taxer plus ou moins d'être proche de la majorité présidentielle aujourd'hui par rapport à sa position, serait quand même quelqu'un qui ne soit pas forcément un jusqu'au-boutiste. Je pense que ce serait l'élément le plus intelligent que trouverait la majorité présidentielle. Sinon, si on choisit quelqu'un qui a manifesté une volonté de gouverner aux côtés du président Kabila, qui a quand même tourné tout le monde en rond pendant des années et qui met tout le monde le dos au mur, je pense que ça ne passera pas. La foule, la rue va parler. La rue est en train de parler, mais la rue va parler autrement. Donc le choix d'un
Premier ministre qui peut être accepté plus ou moins par tout le monde serait vraiment le défi. C'est le défi du camp présidentiel. En tout cas, ce ne sera pas Vital Kamerhe, selon vous. On l'a compris, Maître Alain Roula. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est important d'associer Étienne Tshisekedi et le Rassemblement à tout accord politique? C'est non seulement important, mais indispensable. Je pense qu'on a loupé un coach, c'est-à-dire que cette volonté de recherche de consensus aurait dû se faire sur les principes même de l'accord. Et l'opposition dans sa majorité, parce que Vital Kamerhe, jusqu'à l'heure où je vous parle, n'a représenté que 1,6 million des Congolais, il n'est pas représentatif de cette opposition. Quand on dit une partie de l'opposition, c'est une partie minoritaire. Ce que l'opposition avait réclamé, ce n'était pas seulement la démission du président Kabila ou le départ du président Kabila en décembre 2016. C'était ce qu'ils ont appelé les préalables, c'est-à-dire la libération des prisonniers politiques qui ne sont pas des détenus de droit commun, c'est l'abandon des poursuites artificielles et mesquines contre les leaders qui vont dans un sens autre que ce que voudrait le président Kabila ou qui ont osé se mettre en face de lui. Ces préalables n'ont pas reçu satisfaction, ce qui explique que l'opposition se soit un peu raidie. Alors pourquoi on cherche coûte que coûte à trouver dans le camp de cette opposition les raisons des germes de la guerre? Celui qui veut la guerre en République démocratique du Congo, c'est le président Kabila. Pourquoi tous les regards se détournent du vrai responsable, du vrai coupable du désordre et du chaos? Pourquoi on accepte aussi facilement que le président Kabila soit le plus fort et que parce qu'il est le plus fort, on n'a pas le droit de rappeler à l'application des règles? C'est le peuple qui est le plus fort. Et le peuple a été pris en otage. Il a été pris en otage, même si ce n'est que 40%, c'est pas rien, il a été pris en otage par l'appareil militaro-sécuritaire du président Kabila, qui a mis ses adversaires devant le fait accompli, et quand bien même des leaders politiques comme Vital Kamerhe, qui sait que le président Kabila n'est pas le bon, puisque après avoir été avec lui, il est parti de là, et il revient pour servir sa carrière, ce que je comprends. Cela ne suffit pas pour jeter la pierre à ceux qui sont dans une logique contraire, une logique étayée par les agissements du président Kabila et de son équipe. Voilà, on a trouvé un accord biaisé. Tout ce que recherche le président Kabila, c'est de garder la main le plus longtemps que possible. Alors, une opposition à cette position contraire à la Constitution, à l'alternance et à la démocratie, ne doit pas être relayée comme une position de belliqueux, de gens qui veulent la guerre, même si cette guerre peut être thérapeutique. Donc, Vital Kamerhe, pour répondre à votre question, ce ne serait pas étonnant qu'il soit désigné Premier ministre, il y travaille pour, il y est allé pour, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il soit non plus dribblé. Et en tout état de cause, je sais que s'il était choisi, il ne serait pas crédible et légitime pour parler à l'opposition qui restera sur ses positions. Et ce qui est certain, c'est qu'un Premier ministre, ça se nomme et ça se dégomme. Donc il n'aura pas plus de succès que Judas qui est allé jeter au temple les pièces perçues pour avoir trahi le Christ. Et Bella Diovi ? Oui, je dirais simplement que, au-delà de ce que nous disons, il ne faut pas oublier, même si nous devons regarder dans le miroir et nous poser des questions en tant qu'Africains, il faut voir dans cette crise congolaise bien d'autres choses également. Parce que pourquoi le Congo en est là ? Un ancien Premier ministre belge pouvait dire, l'ancienne puissance coloniale pouvait dire, le problème de la RDC, c'est son sous-sol. C'est un scandale géologique. Donc, nous savons très bien qu'au-delà de nos frères congolais, les intérêts colossaux de la part des grandes firmes internationales, de la part de ceux qui nous parlent de la démocratie, et vous voyez comment les gens sont timorés par rapport à cette situation, comment les gens parlent très peu, même s'il y a quelques voix discordantes ou pour faire le politiquement correct, on essaye de dire ce n'est pas normal, il faudrait que les choses reviennent à la normale, mais on sait très bien qu'une situation confuse en RDC profite à ceux que vous connaissez, à ceux que nous connaissons. Suivez mon regard. Alors, Bella Diovi, aujourd'hui, on a aussi l'impression qu'en RDC, le pouvoir ne joue pas réellement ou n'offre pas assez de garanties
qu'il veut réellement l'inclusivité, parce que 2 journalistes ont été arrêtés puis relaxés juste pour avoir diffusé une interview de l'opposant Moïse Katumbi, qui quand même est RD congolais et a un club, le tout-puissant Mazembe, qui devait disputer une finale retour, finale gagnée d'ailleurs. Le TP Mazembe l'a emporté, juste pour avoir diffusé cette interview-là sur une radio locale, 2 journalistes arrêtés avant d'être relaxés. Ah non, Johannes Toranou, que cela soit bien compris. Je ne suis pas partisan, et loin s'en faut, de Joseph Kabila. Ce qu'il a fait... Je ne le dis pas non plus. Voilà, ce qu'il a fait est anormal. Il a violé tous les textes constitutionnels, mais ce qui se passe, il faudrait être stratège, tout simplement. Dans la situation actuelle, il y a 2 possibilités. Soit les gens ont la capacité de le déposer, donc de lui faire un coup d'État pas forcément militaire. Quand le peuple décide, il peut faire partir celui qui ne répond plus à ses aspirations. Ou alors, s'il voit qu'ils n'ont pas la capacité de faire face à son armement, à son arsenal, à son dispositif, avec le soutien de qui nous savons, alors on accepte d'aller aux négociations et on accepte de choisir avec lui un Premier ministre qui peut lui créer quelques ennuis. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Pas du tout que je suis d'accord avec lui. Pas du tout. Il a fait 2 mandats, il devrait partir. Il n'est pas parti parce qu'il pense qu'il est le plus fort. Si le peuple est plus fort, tant mieux. Mais si ce n'est pas encore le cas et qu'il doit y avoir trop de bains de sang, moi je propose qu'il y ait quelqu'un qui puisse vraiment être Premier ministre et qui contrebalance. Nous précisons que nous n'appelons pas au soulèvement. Maître Alain Roula, actuellement, l'autre actualité aussi, c'est la coupure des radios, RFI coupé, Radio Capi brouillé. On est face à des stratégies de notre temps. Ah non, c'est des stratégies modernes. Il n'y a pas longtemps, au Congo voisin, on a coupé les signaux et toutes les connexions Internet pour faire passer le plébiscite du président Sassou Nguesso en toute impunité. Je crois que la même chose a eu lieu dans 2 ou 3 autres pays. Donc, la RDC du président Kabila est tout à fait dans l'air du temps. Alors, aucune violation de liberté n'est mineure, n'est banale. Et je salue le tollé qu'il y a eu, puisque la secrétaire de la francophonie s'en est émue. Beaucoup d'autorités s'en sont émues. C'est très bien. Mais le régime Kabila n'est pas à cela près. Je crois qu'il y a déjà eu des massacres. Il y a eu des dizaines et des dizaines de morts sans que cela ait suscité plus d'émotions que cela. Donc c'est vous dire que cette violation, quand bien même aucune violation ne soit mineure, est secondaire ou à relativiser par rapport à ce qui a déjà eu de plus grave, c'est-à-dire le fait d'avoir ôté la vie à des citoyens congolais. La vie est sacrée. Donc le président Kabila est tout à fait dans les oripeaux que des démocrates comme moi fustigent. Il n'y a pas de négociation possible avec des gens qui démontrent leur capacité autoritaire et autoritariste, leur capacité à ne pas gouverner dans l'intérêt du peuple, leur capacité à dire, puisque je suis fort, je me maintiens, et que tous ceux qui se mettent en face de moi doivent être écrasés. Je crois que c'est le moment plus que jamais, d'autant qu'il a déjà eu satisfaction, c'est-à-dire que tout le monde dit que cet accord doit être respecté. Je pense quand même qu'on peut desserrer les taux et donner des signes que la gouvernance à venir soit autre chose que ce que nous avons connu jusqu'à présent, que sa légitimité n'est plus de mise et que c'est une transition qui pourrait être conduite par des gens totalement opposés aux manœuvres qu'il est en train d'engager. Mais faire cela n'est pas forcément Kabila. Alors, Hervé Abelajovi, aujourd'hui, la CENCO, il faut rappeler la conférence épiscopale nationale du Congo, qui a quand même un poids très important au vu de la population extrêmement respectée, crainte même parfois. Aujourd'hui, la CENCO est en train de demander un certain nombre de préalables. C'est-à-dire que, par exemple, que la période de transition ne dépasse pas 2017. La CENCO demande, entre autres, que le processus électoral, le travail de la CENI, tout cela soit fait dans des termes très précis. La CENCO exige qu'il soit mentionné et respecter que le président Joseph Kabila ne se représente pas à un autre mandat. Est-ce que le président Kabila en l'état peut accepter cette mission de bons offices qu'est en train de conduire la CENCO, si la CENCO essaye de proposer encore des choses qui vont quand même visiblement à l'encontre du président Joseph Kabila?
Je crois que le président Joseph Kabila n'a pas le choix, puisque déjà lui donner un bonus d'une année ou peut-être un peu moins, c'est déjà quelque chose qui lui permet de se préparer. Là également, c'est de la stratégie. Il accepte, et quitte à violer encore tout ce qui a été décidé. Donc pour le moment, vous avez dit la force de l'épiscopat en RDC, il n'a pas le choix. Il est dans l'illégalité. Si des gens peuvent venir à son secours pour lui permettre de rester un peu, quitte à troubler le jeu plus tard, je pense qu'il le fera maintenant. Personnellement, je ne veux pas lui faire de procès, même si tout va contre lui dans ce dossier-là. Nous attendons de voir celui qui sera choisi comme Premier ministre et également les autres préalables, le toilettage du fichier électoral et le processus électoral proprement dit, pour que, au rendez-vous de 2017, à la date dite, qu'il y ait élection, on verra bien. On verra bien si les propositions de la CENCO seront écoutées. Fin du premier débat sur Angle de Vue. Place au 45e président des États-Unis d'Amérique. Ce sera juste après un autre point de l'actualité à travers le Flash. En Gambie, le candidat unique choisi par l'opposition pour affronter à l'élection présidentielle de décembre, le chef de l'État sortant Yahya Jammeh a annoncé ce mardi avoir démissionné de son parti afin de représenter toute la coalition. Adama Barrow était membre de la direction du Parti démocratique unifié, UDP, principale formation de l'opposition. Adama Barrow doit déposer son dossier de candidature ce mercredi. La nouvelle constitution ivoirienne approuvée par référendum le 30 octobre a été promulguée ce mardi par le président Alassane Dramane Ouattara lors d'une cérémonie au palais présidentiel d'Abidjan. Devant le gouvernement et des représentants de l'État, le président ivoirien a signé le texte de promulgation consacrant l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution qui donne naissance à la Troisième République. En République démocratique du Congo, une fillette a été tuée, 32 casques bleus indiens et 2 civils blessés ce mardi à Goma par une explosion qui pourrait être d'origine criminelle. Selon une source proche de la MONUSCO ayant requis l'anonymat, cette attaque visait délibérément les casques bleus au moment où ils étaient sans armes, expliquant que l'engin explosif artisanal était commandé à distance. Élection surprise de Donald Trump à la tête des États-Unis d'Amérique. Définition de la nouvelle carte géopolitique mondiale. Le débat prend place juste après l'intermède. Le débat se poursuit avec vous, messieurs, Maître Alain Ronla, avocat au barreau de Cotonou au Bénin, Héribert Label Adjovi, journaliste spécialiste des juridictions internationales. Maître Ronla, première question, l'onde de choc est immense. Est-ce qu'on l'attendait venir, celle-là? Les pronostics ont été déjoués, mais je crois que nous avons déjà eu l'occasion sur ce plateau, notamment à la faveur de la présence d'un de nos chroniqueurs qui nous a révélé qu'il vit aux États-Unis. Je veux parler de notre ami Kodjo, qui connaît bien les États-Unis, qui vit, doit s'attendre à ce que Trump soit élu. Et depuis lors, j'ai ravalé ma sympathie pour le président Barack Obama et attendu de voir ce qui se passera. Donc l'onde de choc ne m'a pas ébranlé outre mesure, surtout que je sors d'une autre onde qui relativise les choses. L'Amérique a parlé. D'abord parce que depuis de nombreuses décennies, on observe une alternance régulière à 8 ans, je veux parler de 8 ans, entre le parti républicain et celui des démocrates. Cette logique est respectée. Donald Trump incarne l'Amérique, l'Américain, pardonnez-moi ces expressions, que nous autres, qui avons reçu une éducation européenne qui se voudrait un peu plus raffinée, trouvent une Amérique de bûcherons et de va-t-en-guerre. C'est la force, le courage, la suprématie de l'Amérique, et c'est un discours qui a séduit. Je vois dans cette élection qu'on attendait, l'élection de Trump depuis au moins quelques jours, l'expression d'une misogynie ou d'un machisme, parce que le peuple américain démontre qu'il n'est pas encore prêt à faire confiance à une dame, fut-elle première dame il y a quelques années en arrière et quand même grand secrétaire d'État, donc ce n'est pas encore le moment. Alors, est-ce que nous devrons en avoir peur? Non, puisque nous avons vu pire déjà. Nous avons eu le président George Bush pendant 2 mandats, nous avons eu un acteur, le président Reagan, aussi pendant 2 mandats, l'immobilier et la star de Las Vegas ne viendraient pas compromettre l'Amérique parce que le président
a une capacité de nuisance très vite relativisée par la toute-puissance de ses pairs, entre guillemets, du Congrès et de l'administration qui garde une ligne qui n'est pas une ligne hasardeuse ou aléatoire. Donc nous aurons du spectacle pendant au moins 4 ans et il y aura certainement plus de peur que de mal, parce que tous ces discours vont être neutralisés par la réelle politique et la nécessité de travailler avec les Arabes pour continuer à avoir du pétrole et de pacifier le monde. Et Bella Beladjovi, est-ce que les Américains ont rejeté Hillary Clinton ou ils ont voté pour Donald Trump? Ils ont rejeté Hillary Clinton qui représentait l'establishment. L'establishment corrompu de Washington, c'est ce qui a été dit exactement par Donald Trump. Je vais vous dire, pour l'intérêt des Américains, redonner des couleurs au rêve américain. Je crois que les médias traditionnels se sont sérieusement fourvoyés dans cette élection américaine parce que les réseaux sociaux ont joué un rôle fondamental dans la conscientisation du peuple américain par rapport à cette élection. Il y avait un rejet d'un système. Et ça fait longtemps, ça fait des décennies que des spécialistes parlait déjà de la fin d'un système capitaliste arrogant, incarné bien évidemment par Washington, mais qui n'est pas seul. Aujourd'hui, les questions, si nous devons continuer à parler de l'économie de marché, mais une économie de marché à visage humain. Et je pense qu'en dehors de la campagne qui amène aux États-Unis à beaucoup de propos mal placés, on laisse même le débat sur les questions essentielles, on va sur les questions de mœurs, tout cela. Je pense qu'après que l'élection ait lieu, d'ailleurs, Donald Trump disait aujourd'hui, il faut rassembler le peuple qui a été divisé à travers cette élection. Donc moi, je crois fondamentalement qu'avec Donald Trump, on aura les États-Unis d'Amérique qui reviennent en puissance, pas par rapport à l'étranger, mais qui reviennent en puissance en tant qu'un pays où tout le monde se sent vraiment grand, mais par rapport à l'extérieur, oui, promouvoir la paix, mais pas forcément par la guerre. Maître Aléron-là, quel héritage de la gestion de Barack Hussein Obama? Je pense que c'est une injustice par rapport aux deux mandats du président Obama, qui n'est pas autrement contesté par le peuple américain. Je crois d'ailleurs que si ça avait été possible, il aurait été réélu. Bon, son soutien franc à Hillary Clinton n'a pas payé puisqu'ils ont échoué. Et je ne suis pas d'accord avec Heribert qui dit que c'est la fin du système capitaliste américain. Non, Donald Trump, c'est l'illustration même de ce capitalisme, parce que quand j'ai commencé par entendre parler de ce monsieur, c'était le magnat de l'immobilier, c'était les jeux, c'était Las Vegas, c'était les frasques, c'était les divorces. C'est un monsieur iconoclaste, d'accord, qui contraste énormément avec les candidats qui ont réussi jusqu'à présent à avoir une personnalité très lisse. Vous avez divorcé une seule fois aux États-Unis et vous voilà handicapé pour l'investiture déjà de votre parti. Là, nous avons quelqu'un qui a été contesté, même par son camp, par les ténors de son camp, et pourtant qui est passé. Ça veut dire que le scénario hollywoodien a fonctionné. C'est-à-dire que Donald Trump a fait une campagne, je suis d'accord avec vous, on a sous-estimé l'impact que cela pouvait avoir sur les électeurs qui sont restés tranquilles. Il a incarné l'Amérique des pionniers, c'est-à-dire des va-t-en-guerre, précisément. On tient beaucoup de discours, mais à l'arrivée, il n'y aura pas grand-chose, puisque c'est lui le capitaliste, c'est lui l'as des, comment on appelle ça,
des optimisations fiscales. Une façon très élégante de dire il gagne beaucoup d'argent, mais il veut payer moins d'impôts. Donc ce n'est pas forcément l'exemple, mais effectivement c'est l'incarnation du rêve américain qui est venu, qui s'est affiché avec une femme beaucoup plus jeune que lui, ce qui n'a pas empêché les Américains dont le puritanisme est sans égal, une femme d'origine étrangère, tout en tenant un discours plus ou moins dur vis-à-vis des communautés ou des minorités qui se trouvent aujourd'hui aux États-Unis. Donc, c'est seulement le rêve hollywoodien qui a fonctionné et je suis persuadé que les coups de gueule, la grande gueule affichée pendant ces campagnes trouvera une accalmie certaine dans l'administration des États-Unis qui n'est pas forcément élaborée à la Maison-Blanche. Alors, Ebel Abeladjovi, on peut quand même parler de razzia parce que les Républicains conservent et le Sénat et le Congrès, ils ont tout aujourd'hui. Est-ce que l'application même de la démocratie continue d'avoir son nom aux États-Unis? Ah, mais de toutes les manières, et ça je voudrais dire, j'ai dit le capitalisme sauvage aura de sérieux problèmes. Le capitalisme sauvage aura de sérieux problèmes. Les États-Unis d'Amérique sont obligés d'être un peu plus modestes par rapport à ce qu'ils ont fait jusque-là. Et ça, c'est des spécialistes américains qui le disaient depuis des décennies. Déjà avec la crise des subprimes, il faudra savoir que ce système-là ne peut pas continuer comme ça se faisait. Avec tout ce qu'on a connu, avec l'élection de Donald Trump, c'est vrai, il est du système, mais il a trouvé que le système était truqué, ça c'est un aspect très important, corrompu également. Donc, il va essayer de moraliser le système. Et s'il en a les moyens, je pense qu'il le peut, puisqu'il n'y a pas de génération spontanée. Comme il a fait partie du système, il est bien placé pour amener le changement, pour incarner le changement. Mais surtout, il a dit que par rapport à la communauté internationale, qu'il ne va pas intervenir de façon sauvage. Il ne faut pas amener la guerre partout. D'ailleurs, par rapport à la politique africaine des deux candidats, Hillary Clinton et Donald Trump a beaucoup surfé sur ce que, en tant que secrétaire d'État américain, Hillary Clinton a fait en Libye. Et cela, c'est très important. Donald Trump dit que c'est des erreurs que les États-Unis doivent corriger. Est-ce qu'il y aura un isolationnisme américain? Pas tout à fait, mais de toutes les manières, il y aura un changement par rapport à ce qui se faisait jusque-là. Et pour parler en quelques mots du président Barack Hussein Obama, il a également déçu beaucoup, et notamment les Noirs qui pensaient qu'avec son arrivée, les choses iraient en changeant complètement. Mais que pouvait Barack Obama alors que le Sénat et le Congrès n'étaient pas avec lui? Oui, bien sûr, dans une certaine mesure. Mais on a vu également, et ceux qui suivent très bien les médias américains savaient que l'arrivée de Barack Obama, au-delà de tout, c'était de la communication publique, puisque après les 2 mandats de George Bush Jr., il y avait un véritable problème par rapport au modèle qu'incarnaient les États-Unis. Barack Obama, un noir qui vient comme ça, les Américains qui savent communiquer ont amené celui-là. Maintenant, on revient à la case départ. Maître Alain, là, rapidement, les marchés financiers sont tous en chute libre, sauf Moscou. C'est anodin. Non, mais c'est sûr que... Le président Poutine a d'ailleurs chaudement salué l'élection. C'est sûr que Poutine peut en reconnaître un autre, ou en cacher un autre. C'est vrai qu'il y a une ressemblance, on va dire, psychologique. Donc je comprends cette alliance ou cette satisfaction, puisque les relations ont été exécrables avec l'administration du président Barack Obama, à laquelle appartient Hillary Clinton. Donc cela va de soi. Mais ceci étant, moi je voudrais que nous gardions tous à l'esprit que noirs, blancs, démocrates, républicains, l'Amérique reste l'Amérique et les Américains sont américains. C'est un système qui est en marche. C'est Hollywood à la City, donc il n'y aura pas de changement notable, tout simplement une modification de style et cette fois-ci nous allons trinquer. Et par rapport à la Russie... Et bien oui, c'est déjà terminé pour cette émission. Dommage. Merci. Et je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste des juridictions internationales. Face à vous, Maître Alain Onla, avocat au barreau de Cotonou. Merci d'avoir été des nôtres. Très bon suite des programmes sur SICA.